Peut-être qu'on pourrait poser la question, le plus beau cadeau qu'un homme puisse donner à sa femme, c'est être puceau aussi. Peut-être que ça peut marcher. La femme, on ne la dit complète que lorsqu'elle est avec un homme, que lorsqu'elle est mariée. C'est là qu'elle a un peu de respect, disons, c'est là qu'elle a un peu d'égard dans la société. Sinon, quand elle est célibataire, elle est traitée de tous les noms, de prostituée, de fille de joie et tout. J'en passe. La femme, c'est comme l'homme. C'est un être humain à part entière, en fait. Ce n'est pas la moitié de quelqu'un. Ce n'est pas une mini-personne ou bien une demi-personne. Dans la pratique, on a l'impression que le mariage est devenu le seul succès des femmes. C'est comme si c'est la seule chose qu'elles attendent. Elles n'ont pas de projet de vie. Elles n'attendent que ce fameux jour où elles vont se marier. Le foyer est une co-gestion, est une co-responsabilité. Et moi, j'ai un problème avec le mot soumission. Le mot soumission, pour quelle fin, qu'est-ce qu'on vise, et surtout avec la définition. Pour vous, le féminisme rime avec la polygamie. Est-ce qu'on peut être féministe et se retrouver dans une situation de polygamie? Est-ce qu'il y a cohérence dans ça? Oui. Par exemple, si je me bats pour mon droit à l'éducation, est-ce que ça veut dire que je suis contre toi en tant qu'homme? Question. Je ne suis pas contre toi. Oui. En fait, on va aller sur le B. Il ne répond pas à la question. Non, mais là, elle a posé la question. Quand tu pars sur OnlyFans, les femmes sont plus nombreuses à vendre des contenus sexuels que les hommes. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Bonjour, je m'appelle Diallo Adiaka Diatou, responsable de communication et chroniqueuse, animatrice TV et activiste de l'éducation. Je suis dans l'émission Podcast Dissidence. Bonjour, je m'appelle Kedjetou Konaté, je suis dans l'émission Podcast militante féministe engagée. D'accord. Et vous êtes dans le podcast Dissidence. Dissidence. Bienvenue. Ouais, c'est ça. Je suis dans le podcast Dissidence. C'est un grand plaisir de discuter avec deux dames. Et aujourd'hui, ça va être une sorte de laboratoire des idées reçues. Il y a beaucoup d'idées reçues dans notre société et on s'est fait le plaisir d'inviter deux dames. On va s'efforcer un petit peu de voir si on peut apporter quelques déconstructions des idées sociales. Alors, on va commencer par une sorte de pression sociale que les femmes subissent dans la société. Et j'aimerais vous demander dans un premier temps, est-ce que la femme doit céder à la pression selon laquelle elle doit obligatoirement faire un enfant? Est-ce que dans la société actuelle, la femme doit céder à la pression selon laquelle elle doit obligatoirement avoir un enfant? Pour moi, la question n'est pas de savoir si elle doit céder obligatoirement à la pression d'avoir un enfant, mais la question est de savoir si elle veut avoir un enfant. La pression sociale, certes, elle est là, mais aujourd'hui, le combat des femmes, c'est de disposer de leur corps comme elles le veulent. Donc, c'est à la femme de savoir si oui ou non elle va faire son enfant ou si oui ou non elle ne va pas faire son enfant. C'est vrai qu'il y aura la pression sociale et tout, mais moi je pense une fois encore que c'est à elle de décider. Et si elle est en couple, c'est à elle et à son partenaire, soit son époux, son amant ou son copain, c'est à eux de décider si oui ou non ils veulent avoir un enfant ou pas à la société de décider. D'accord. Vous savez, c'est important de savoir que la pression sociale est une chose. Vouloir et être en mesure d'assumer la responsabilité d'avoir un enfant en est une autre. Donc, cette question est plutôt généralement personnelle que collective. Une question personnelle parce que à un moment, il faut que les femmes soient en mesure de prendre conscience de tout ce que cela implique quand on parle d'avoir un enfant. Ça peut être un frein, par exemple, pour une femme carriériste, dire que la grossesse est extrêmement un processus compliqué, c'est un monde méconnu, la maternité et tout ce qui va avec. Donc, mieux les femmes sont préparées et ont des informations, plus elles sont plus éclairées à prendre des décisions justes qui concernent leur vie en fonction de ce qu'elles ont envie de faire et de ce qu'elles ont envie d'être, et non liées à une pression sociale. Dans tous les cas, en tant que femme, en tant que fille, cette pression sociale est présente
et continuera à être présente dans tout ce qu'on fait en termes de réalisation dans notre vie en tant que telle, que ça soit professionnellement, que ça soit personnellement, que ça soit communautairement, en fait, ça sera présent. Donc, c'est comment nous, on parvient à être dans une optique de décider clairement de ce qu'on a envie en matière de maternité, tout en étant consciente de l'implication personnelle, émotionnelle, psychologique que cela peut apporter. D'accord. Mais dans notre société, par exemple, s'il y a un couple et que dans le couple, ils sont dans l'incapacité d'avoir un enfant, on porte plus la responsabilité à la femme qu'à l'homme. Quelle lecture vous en faites? Pourquoi à chaque fois il y a ce genre de constat? C'est à la femme on impute le plus la responsabilité qu'à l'homme. C'est même pas que sur des questions d'avoir des enfants. On dit souvent d'ailleurs que quand ton couple réussit, c'est la femme. Quand ton couple va en cacahuète, c'est la femme. Et quand ça réussit, c'est la femme et l'homme. C'est pour montrer le degré comment on appelle ça, de poids qu'on met sur la tête souvent des femmes. Pour dire que tu es responsable de tout. C'est comme s'il n'y a pas une implication à deux. C'est elle qui doit s'assurer que tout va bien. Et c'est aussi lié à la maternité. À la maternité sur le fait que quand une femme n'a pas d'enfant, on s'en fiche de savoir est-ce que ça vient du côté de l'homme de la femme, mais tout simplement on pense que c'est la femme qui ne veut pas avoir des enfants et donc qui est traitée de tous les noms dans la famille, qui est rejetée, qui fait office de prière tout le temps à chaque fois que les familles se réunissent et donc qui continuent à subir, comment on appelle ça, la médisance des autres membres de la famille. Donc, c'est carrément les pressions sociales, alors, comme je le disais tantôt, qui se répercutent dans toutes les sphères de la société et qui est présent dans absolument toute la vie de la femme. Bon, une fois encore, tout est question de savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Pour moi, le fait d'imputer la responsabilité du manque d'enfants dans un couple à la femme, c'est ce que la société a inculqué. C'est les dictats de la société. Donc la femme se retrouve, qu'elle le veuille ou pas, victime des dictats de la société. Si aujourd'hui, elle ne peut pas faire d'enfants, que ce soit par sa propre faute à elle, ou par la faute de son mari, ou par la faute des deux, obligatoirement, la responsabilité va directement à la femme. On ne cherche pas à savoir est-ce que l'homme il est stérile, est-ce qu'ils sont compatibles de façon biologique, est-ce que la femme elle est en bonne santé et tout. On s'en fiche de ça. On dit tout simplement, ah, tel couple n'a pas eu d'enfant. Ah, c'est sa femme qui n'arrive pas à faire des enfants. Sûrement dans sa jeunesse, elle a eu beaucoup d'avortements, elle a eu beaucoup de fausses couches. Elle subit le poids des rumeurs, elle subit le poids du mépris de la société. Et ce qui fait plus mal dans cette histoire, c'est que généralement, ce poids-là, il vient souvent aussi des femmes comme nous. Ouais, ok. Ouais, des autres femmes. Bien sûr, ça vient souvent des femmes comme nous qui disent, ah, non, par exemple, en Soussou, non. Amu fatar di barde, hanya amu no di barde. E bar fe birin kata, ah, me bar fe birin kata, amu no di barde. C'est dommage. Elle n'est pas obligée, justement, de subir cette pression-là seule. Elle n'est pas obligée d'essuyer ces critiques-là seule parce que à elle seule, elle ne fait pas un enfant. Elle est avec un homme qui est là. Donc, avant de jeter la pierre sur cette femme-là, cherchez à savoir est-ce que oui, son homme est capable de faire un enfant? Est-ce qu'il est en bonne santé, physique, mentale et tout? Est-ce qu'ils sont compatibles? Est-ce que? Mais très malheureusement, dans notre société, on ne cherche pas à savoir si la femme est compatible avec son mari, si le gars il est stérile ou pas. On s'en fout. On dit directement c'est la femme qui ne réussit pas à faire d'enfant. On la traite de stérile et dans les cérémonies, par exemple, je ne sais pas si tu vois ça, par exemple chez les Peuls, quand il y a un baptême, on prend cette femme-là qui n'a pas eu d'enfant et on lui met le sang du truc, comment on appelle? Oui, le sang du mouton qu'on immole à l'occasion du baptême d'une femme, par exemple, qui a eu des enfants. On prend cette femme-là, on la tourne dans cette boue-là, dans ce sang-là, pour dire... La femme qui n'a pas d'enfant. Pour dire que peut-être après ça, qu'elle va pouvoir avoir un enfant. Une sorte de transfert de bonne énergie. Si. Pourquoi est-ce qu'elle est obligée de subir ça? Est-ce que c'est elle seule qui fait le couple? Est-ce que c'est elle seule qui peut faire un enfant? Voilà un peu ce que les femmes subissent en longueur de journée dans les pays
social ou bien dit religieux? Moi, je dirais plutôt qu'il faut, la bonne question, elle disait, est-ce qu'ils sont compatibles et tout. Moi, je dirais plutôt la bonne question, c'est de savoir, est-ce que ça nous concerne? Est-ce que ça serait pas intéressant qu'on commence à nous occuper de nos propres De nos affaires personnelles. affaires personnelles, qu'ils soient compatibles ou pas, qu'il veuille avoir des enfants ou pas, qu'ils soient pas compatibles ou pas, en quoi cela nous concerne? Ouais, par exemple, moi, quand je me marie aujourd'hui, la question de savoir est-ce que dans mon plan, c'est décidé d'avoir un enfant aujourd'hui ou dans un an ou dans... C'est un peu ça et la société n'a pas à avoir de regard dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale et dans ma vie sexuelle surtout. Et parlant surtout de cette pression, on va parler un peu du célibat. La plupart des femmes qui décident, soit par choix ou bien par absence de pouls, d'être célibataires, ces femmes-là aussi sont victimes d'une certaine pression. Elles sont devenues la risée de la société, elles sont victimes des moqueries sociales, elles sont victimes de beaucoup de choses de la société. Est-ce que selon vous, une femme a le plein droit de rester célibataire si le mariage n'est pas dans son plan? Vous, les célibataires, on vous excuse pas, hein? Vous restez des célibataires. Quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que c'est possible pour une femme de plein droit de rester célibataire ou bien il lui faut obligatoirement trouver un partenaire de vie? Une fois encore, je le dis, la femme, c'est un être humain comme l'homme. Elle est libre de faire ses choix. Si elle ne veut pas se marier ou elle n'a pas eu l'occasion de se marier, c'est son choix. Si elle ne veut pas se marier, c'est son choix. Je crois que personne n'est obligé de dire à quelqu'un, il faut obligatoirement que tu te maries. C'est vrai que dans nos sociétés, à travers la culture traditionnaliste et tout, la femme, on ne la dit complète que lorsqu'elle est avec un homme, que lorsqu'elle est mariée. C'est là qu'elle a un peu de respect, disons, c'est là qu'elle a un peu d'égard dans la société. Sinon, quand elle est célibataire, elle est traitée de tous les noms, de prostituée, de fille de joie et tout, j'en passe. Mais une fois encore, la femme, c'est comme l'homme. C'est un être humain à part entière, en fait. Ce n'est pas la moitié de quelqu'un. Ce n'est pas une mini-personne ou bien une demi-personne. C'est une personne qui a des facultés mentales, qui est capable de décider de ce qu'elle veut ou de ce qu'elle ne veut pas, de ce qu'elle accepte dans sa vie ou de ce qu'elle n'accepte pas dans sa vie. Si elle décide par choix d'être célibataire, libre à elle de vivre son célibat. Si c'est par manque de partenaire qu'elle n'arrive pas à se marier, on espère pour elle qu'elle va trouver un partenaire, n'est-ce pas? Mais que les pressions sociales ne fassent pas qu'elle rentre dans un foyer qu'elle ne veut pas ou qu'elle rentre dans un foyer qu'elle ne peut pas, dans lequel elle ne peut pas avoir la paix, dans lequel elle ne peut pas avoir le bonheur recherché. Parce qu'on se met en couple, pourquoi? Pour moi, on se met en couple pour non seulement trouver sa moitié, d'aucuns diront, mais surtout, c'est pour avoir une vie épanouie, vivre avec quelqu'un dans l'harmonie et dans la paix, n'est-ce pas? Si tu n'es pas capable de donner cette paix ou cette harmonie à quelqu'un, je crois que ce n'est pas la peine de se retrouver en couple avec une personne qui vous fait pleurer tous les jours ou bien qui vous fait souffrir tous les jours. Ça n'a pas de sens. Une fois encore, les femmes, elles sont libres de décider si oui ou non elles veulent se marier ou pas. D'accord. Et avant d'aller vers Konaté, moi, je suis dans la logique selon laquelle il faut normaliser à la fois le célibat et le manque d'enfants. Ce sont des choses qui sont normales, comme des situations de mariage, comme tout autre en fait. Moi, par exemple, jusqu'à date, je l'ai dit et je continue de le redire, le mariage n'est pas dans mon plan pour plusieurs raisons. À la façon dont je vois les choses fonctionner et la façon dont je constate, mais la façon dont les gens évoluent dans mon entourage, pour le moment, je ne trouve pas utile que quelqu'un comme moi s'engage dans le mariage. Donc, si je décide par choix de rester comme ça, et si c'est le cas, par exemple, je suis une fille aussi, les gens doivent accepter de normaliser des situations comme telles. Il y a beaucoup de femmes actuellement qui prennent plaisir dans le célibat. Elles ne demandent pas un frein à quelqu'un. Elles vont très bien dedans. Elles ont des projets de vie qui transcendent la notion de mariage. Donc, ces genres de personnes-là, souvent, sont victimes de plusieurs moqueries de la société. Ça se dit que ces genres de filles, elles sont prostituées. Elles ont d'autres façons illégales de gagner de l'argent. Parce que la plupart des gens supposent qu'une femme qui n'est pas en situation de couple ne peut pas être stable économiquement ou financièrement. Donc, moi, c'est un peu ça ma conception. Il faut normaliser le célibat et il faut normaliser aussi le manque d'enfants. Il faut normaliser le fait que les gens doivent avoir le contrôle sur leur vie, tout simplement.
C'est pas pour revenir sur ce que vous avez dit, mais le mariage est lourd. Le mariage est lourd, le mariage est compliqué. C'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'engagement. Il est important de faire attention quand on décide de nous embarquer dans le voyage du mariage. Dans le voyage du mariage, parce que ça ramène à énormément de choses incontrôlées, contrôlées. Le mariage, en fait, souvent on se trompe, mais le mariage va au-delà des cérémonies festives qu'on voit. Et donc, après, ça devient extrêmement compliqué, extrêmement dur pour nous de tenir. C'est pour cela, on doit prendre conscience qu'on ne doit pas suivre la vague. On ne doit pas suivre la vague en fonction de qui nous sommes, en fonction de où nous devons aller, en fonction du temps que nous souhaitons. Parce que vous allez voir deux personnes. Souvent, moi, on me pose la question, mais toi, avec toute ta lutte, à quel moment tu t'es décidé de te marier? On m'a souvent posé cette question. C'est une période, moi, à l'inverse, pour dire que le mariage a retardé. Moi, je dirais plutôt, le mariage était en plein, même si ce n'était pas prévu, mais quand je me suis posée pour mieux réfléchir à l'hypothèse, pour le type de carrière que je veux, vaut mieux maintenant fonder ma famille, ensuite vaquer à continuer à construire le type de carrière que je veux, au lieu d'avancer jusqu'à un certain niveau, ensuite vouloir me poser, me marier, ensuite reprendre le processus, c'est compliqué. Donc j'ai opté en évaluant tout ce qui est faisabilité pour moi, donc tous les paramètres sur est-ce que c'est faisable, est-ce que pour moi, qu'est-ce qui est important avant de venir dans le mariage, qu'est-ce qui n'est pas important, est-ce que c'est faisable maintenant? Et c'était plutôt oui. Le oui était plus par rapport au non. Et je me suis dit, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et les autres viennent au fur et à mesure. Mais il est important d'être conscient de son plan de carrière, de son plan de vie, de qui l'on est, de ce qu'on a. J'aime beaucoup cette phrase-là parce que ça définit tout. Il y a de ces plans qui ne s'appliquent pas forcément. Il n'y a pas un chemin prédéfini pour dire que c'est le meilleur modèle de vie, de réussite. Chacun, en fonction de là où il vient, de qui il est, de ses opportunités, de ses ambitions, doit être en mesure de tracer sa voie conformément à où il est censé aller ou à où il veut aller. Carrément. Mais en fait, dans la pratique, on a l'impression que le mariage est devenu le seul succès des femmes. C'est comme si c'est la seule chose qu'elles attendent. Elles n'ont pas de projet de vie. Elles n'attendent que ce fameux jour où elles vont se marier. Est-ce que c'est le même constat que vous avez fait? Moi, je dirais non, mais je la laisse parler. Non, mais vas-y. Non du tout. Dans la réalité, hein? Oui, mais je parle effectivement de la réalité. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on interprète et il y a ce qui est la réalité. La réalité, on pense que toutes les femmes ou toutes les filles sont assises à attendre le prince charmant, le plus riche. Ça peut arriver sur le fait qu'on a inculqué, qu'on a dit, qu'on a appris aux filles que la meilleure manière de se libérer, c'est de prier pour avoir un mari riche et se marier. Sauf que de plus en plus, cette tendance est en train d'être révolue et les femmes sont en train de changer la cadence. Au-delà de ce qu'on nous a appris, il y a ce qui est maintenant. Et de plus en plus, ces femmes construisent. Et par contre, ce sont les hommes qui ont peur. Ce sont les hommes qui ont peur pour dire je ne veux pas de femme qui atteint ce niveau d'études. Je ne veux pas ce type de femme qui travaille comme ça. Je ne veux pas ce type de femme qui touche ce niveau de salaire parce que sinon elle se sentira supérieure. Donc, ils ont peur de perdre, entre guillemets, selon eux, ce qui rend peut-être plus viril chez eux, ce pouvoir, la vérité. L'ego masculin. Selon l'ego masculin, c'est ça. L'ego masculin d'être en mesure de tout contrôler. D'être en mesure de tout contrôler et d'avoir le pouvoir absolu sur la vie d'un groupe de personnes. Quand je parle de groupe de personnes, je parle de femmes, bien évidemment. Donc, pour revenir sur le process, c'est vraiment, je dirais, non, ça a existé, ça existe. Mais ça existe toujours, hein? Ça existe toujours. J'ai l'impression que les femmes sont en général dans une sorte de désespoir. Elles sont dans la peur du mariage. Moi, selon mon constat, si tu vois que la plupart des femmes sont pieuses, des filles sont pieuses, c'est parce qu'elles veulent beaucoup plus se rapprocher à Dieu pour que Dieu ait pitié d'elles en leur offrant un époux.
elles sont dans ce désespoir parce que leurs proches. En fait, je crois même que sa lecture de la réalité, elle est biaisée. Parce que quand tu me dis que c'est le rêve de toutes les femmes d'avoir leur prince charmant et tout, peut-être que ça a existé. C'est vrai, on ne peut pas nier les faits. C'est vrai que ça a existé. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a de plus en plus de femmes quand même qui ont été à l'école, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient coraniques, qui ont poussé les études, qui comprennent certaines situations, qui n'ont pas en fait forcément, qui ne se limitent pas forcément sur les informations données en famille. Nos mamans, nos grandes-mamans, elles ont été éduquées dans l'esprit que la femme n'est complète que lorsqu'elle a un homme à côté d'elle. La femme ne mérite pas d'entreprendre certains métiers, elle ne mérite pas de faire certaines carrières parce que, en fait, elle ne se complète que quand elle est avec un homme pour prendre soin d'elle. Donc ça, c'est une doctrine. On a endoctriné plusieurs femmes comme ça. Mais aujourd'hui, la tendance est en train de changer. Nos enfants partent à l'école, que ce soit l'école française ou l'école coranique, ou peu importe l'école à laquelle ils partent. Et il y a les droits et les devoirs qui sont en train d'être enseignés dans ces différents établissements. Il y a beaucoup plus de filles ou de femmes aujourd'hui qui rêvent de pouvoir avoir leur indépendance financière. Avoir leur indépendance financière ne veut pas forcément dire qu'elles vont se liguer contre les hommes ou bien qu'elles vont refuser de se marier, non. Mais le standard n'est plus dire le premier métier le premier mari de la femme. Comment est-ce que je vais dire ça? Non, ce que je veux dire, c'est que la paix de la femme, c'est quand elle est mariée, ou bien sa vie n'est pleine n'est complète que lorsqu'elle est mariée. Je suis pas d'accord. Il y a beaucoup qui disent aujourd'hui que le premier mari de la femme, c'est son métier. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une sorte de village planétaire, si on veut. Nous voyons dans les pays développés que les couples, c'est pas une seule personne, c'est deux personnes qui se disent oui, qui s'engagent à respecter certains principes, à prendre certaines responsabilités. Et ces responsabilités-là ne peuvent pas être à la charge d'une seule personne. Donc, il faut forcément s'entraider. Et pour s'entraider, il faut que toi-même, femme, que tu puisses avoir tes activités à côté. Que quand le savon manque à la maison, que tu n'aies pas besoin d'attendre que le monsieur vienne pour que tu achètes le savon. C'est l'entraide. Et pour s'entraider en couple, il faut obligatoirement que les femmes aient leur indépendance financière. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord quand les gens disent, ou bien quand les hommes disent que la virginité, c'est le plus beau cadeau qu'une femme puisse offrir à son mari? Ça dépend de comment vous voyez les choses. Je suis dans la réflexion collective. C'est que les hommes disent dans la généralité. Je ne réponds pas à cette question parce que je trouve que c'est une insulte. C'est une insulte de la part des hommes, de la part de ces personnes-là à l'endroit des femmes. C'est une insulte de dire que la virginité, c'est le plus beau cadeau qu'une femme puisse donner à un homme. Elle n'a pas besoin de donner sa virginité pour montrer quoi que ce soit à un homme. En tant que femme, encore une fois, elle a ce droit de disposer de son corps. Ça ne définit ni qui elle est, ni sa moralité, ni comment elle veut. Cette discussion je veux donner le plus beau cadeau à mon mari ou pas, ou quoi que ce soit, c'est une discussion interne. Peut-être qu'on pourrait poser la question, le plus beau cadeau qu'un homme puisse donner à sa femme, c'est être puceau aussi. Peut-être que ça peut marcher. Mais dans tous les cas, pourquoi cette rigueur-là, on ne la tient qu'à la femme ou à la fille? Elle doit, en fait, sincèrement, c'est que souvent, je ne demande jamais à un homme s'il est puceau ou pas. Moi, je réponds pas à cette question parce que je pense que c'est une insulte dernier degré de demander, d'affirmer que le plus beau cadeau Ou peut-être que si on inflige aux femmes de rester chastes, peut-être qu'elles ne vont pas se livrer aux hommes facilement. Si moi, par exemple, ma petite amie, elle me fait comprendre qu'elle doit maintenir, elle doit garder sa chasteté, et ça peut me pousser moi aussi à rester puceau tout au long de ma vie. Peut-être que tu dois devoir commencer par comprendre que tu dois être puceau avant d'atteindre ta petite amie. Parce qu'en ayant ça dans ta tête, tu vas éviter de demander à ta petite amie de coucher avec toi. On est d'accord?
Et donc, des questions de tu es puceau, tu n'es pas puceau, il n'y a pas de responsabilité à incomber à qui que ce soit. Je n'ai pas à te dire non pour que tu comprennes que c'est non. Toi, en tant que personne, tu dois être en mesure de déceler ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce que tu as envie ou ce que tu n'as pas envie. Une jeune fille, je prends la majorité au-delà de 18 ans, par exemple, qui décide tout simplement d'avoir des relations sexuelles ou d'être active sexuellement et qui est consciente, encore une fois, de tout ce que cela incombe en tant que responsabilité, en tant qu'engagement, elle est consciente, c'est son choix, mais tout en ayant, c'est pour cela on fait énormément, on encourage les jeunes, surtout les filles, les jeunes garçons, à accéder à la bonne information en matière de sexualité. C'est quoi la sexualité? Là, parce qu'on parle quand même d'énergie. Pour moi, la sexualité est quand même une question très importante, très sensible, sur laquelle on ne doit pas sauter, que ça soit un homme, que ça soit une fille, à tous les coups. Mais ça ramène après à un choix personnel. Ce choix personnel-là, de dire, je sais à quel moment je veux être active sexuellement, je suis consciente de ce que cela incombe et après, j'assume pleinement toutes les responsabilités qui vont avec. D'accord. Et moi, je suis un peu plus dans la logique selon laquelle mes parents, si aujourd'hui je veux me marier, mes parents n'ont pas à m'imposer une fille vierge. Et la question peut-être, s'ils doivent m'imposer une fille vierge, c'est de me questionner d'abord, est-ce que moi je suis puceau? Parce que là, on part sur une base égalitaire. Donc moi, je perçois cette question dans ce sens-là. Moi, je ne prends pas la virginité comme étant un cadeau qu'une fille ou bien comme étant un cadeau que ma future épouse puisse m'offrir. Encore, en fait, pour moi, la question de virginité ou être puceau, en fait, c'est pas un débat collectif. C'est des choix personnels. Nous sommes dans une société régie par des lois et des principes, n'est-ce pas? Nous tous évoluons dans une sorte de vie sociale. Nous pratiquons une religion, qu'elle soit la religion musulmane, chrétienne, juive, etc. Vous comprenez, non? Si aujourd'hui, par exemple, en tant que fille, je décide de garder ma virginité, pour mon mari, c'est mon choix. C'est mon choix. J'en assume complètement les conséquences ou l'impact que ça peut avoir sur ma vie. Tu comprends? En fait, je n'ai pas besoin d'avoir cette pression sociale derrière moi pour me dire, écoute, il faut obligatoirement que tu fasses ça parce que quand tu vas te marier, c'est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ton mari. Je ne suis pas d'accord. Une fois encore, je le dis, c'est une question de choix. Je peux, par conviction religieuse, garder ma virginité. Je ne le garde pas pour un homme ou bien pour satisfaire une famille ou les dictats de la société. Non, je la garde parce que ma conviction religieuse me dit, ou bien j'estime que dans ma religion, c'est dit qu'il faut garder cela, n'est-ce pas? Je respecte les principes religieux. Je garde ça par conviction religieuse. Mais je ne vais pas le faire pour satisfaire en fait comment est-ce que je vais dire ça, l'ego de quelqu'un ou bien pour satisfaire juste les dictats de la société. Je ne suis pas d'accord. Socrate a dit que l'homme est une zone politikon. Nous sommes des animaux politiques, n'est-ce pas? Nous évoluons dans une société et dans cette société-là, il y a des règles. Une fois encore, respectons la vie privée des gens. Que ce soit un homme, que ce soit une fille qui décide de rester chaste jusqu'au mariage ou bien qui décide de rester chaste à vie, c'est son choix. Qu'on le laisse faire. Et qui doit être même des informations, tu vois, bilatérales qu'on a avec son mari ou sa partenaire sur tu es. Et souvent, ça y va avec les célébrations même qui sont liées à la virginité. Il y a énormément de célébrations. On veut rendre ça collectif, on veut informer tout le monde, on veut amener les gens vers ça. Même, alors, je connais un peu l'islam. Lié à cette question, même ça, on dit ce qui se passe entre ton mari et ta femme, ça reste entre vous. Ton mari et toi. Ça reste entre vous. Ça n'a pas besoin d'être plébiscité. C'est pas un truc qui doit être exposé au vu, au su de toutes, de tous. Donc souvent, ce qu'on fait après, on prend le drap, le pagne, on met dans une calebasse, on va montrer, on va exposer à tout le monde. Ça viole même toi ton intimité en tant que personne. Le fait de vouloir d'être en mesure de prouver. Encore une fois, je pense qu'elle l'a dit. Ça revient, ça complète une question de conviction personnelle.
qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que je veux faire de mon corps, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal en fonction de mes convictions religieuses, personnelles et tout ce qui va avec. Ce qui est important quand même de savoir, la vie sexuelle est une vie très sérieuse à prendre au sérieux. À prendre au sérieux, à faire attention avec qui on veut engager des relations sexuelles. C'est très important. Après, la décision finale à la personne concernée. Est-ce que vous êtes d'accord que l'homme est le chef de la famille? En fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. À chaque fois, ça revient chef, 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 chef. Qu'entendez-vous par chef? Parce que pour moi, le couple, c'est deux personnes. Chacun a sa part de responsabilité. Pour que ça marche, voilà ce que la femme doit faire, voilà ce que l'homme doit faire. C'est comme quand vous êtes dans un partenariat, en fait. Vous n'avez pas besoin de dire c'est moi le chef pour qu'on sache que c'est vous le chef, n'est-ce pas? Si tu vis avec ton mari, tu sais que le mariage, c'est de la responsabilité, c'est un engagement, c'est le respect de certains principes. Respecter ces principes-là ne veut pas dire donner la suprématie à quelqu'un, ou bien ne fait pas de toi, en fait, comment est-ce que je vais dire ça? Une demi-personne. Ne donne pas l'autorité à quelqu'un de marcher sur toi ou de faire ce qu'il veut. Encore une fois, pour moi, cette notion de chef de famille elle doit être très, très relativisée en fonction des membres qui forment le couple. Le monsieur et la femme, ils sont en complémentarité. Donc, pour vous, il ne doit pas avoir de chef de la famille? Non. Une fois encore, je dis, ce n'est pas une question d'être chef ou ne pas être chef. Je vous donne un exemple terre à terre. Je suis marié, ça va bientôt faire 13 ans, n'est-ce pas? Oui. Mon mari, en fait, il a ses responsabilités dans la maison. Il a ses responsabilités, ça, il ne les partage avec personne. Il y a certaines responsabilités dans la maison aussi qui me reviennent. Ensemble, on essaye de faire vivre la famille. On essaye d'éduquer nos enfants, on essaye de vivre en famille, on essaye de vivre en harmonie. Respecter les principes de ce mariage ne fait pas de moi, par exemple, un sous-homme ou une sous-femme. Donner l'autorité à, comment est-ce que je vais dire ça? Permettre à mon mari d'exercer ses responsabilités qui lui incombent dans le mariage ne fait pas de lui, comment est-ce que je vais dire ça? Ne fait pas de lui un suprémaciste. Ça fait juste de lui un homme responsable qui prend ses responsabilités. Et ça fait de moi une femme aussi responsable qui prend ses responsabilités. D'accord. Ça se dit l'homme, le chef de la famille, dans la mesure où, quand on parle de la naissance de la société, ça se dit que dès qu'il y a deux personnes, il faut forcément qu'il y ait une qui doit coordonner tout ce que ces deux personnes-là doivent en termes de décision, en termes d'apport. Et le contrôle, les dernières décisions doivent revenir à une personne. Donc, c'est dans ce sens que les gens disent que l'homme, la société a supposé que l'homme doit être le chef de la famille. Est-ce que vous le percevez aussi dans ce sens-là? Est-ce que vous le concevez? Êtes-vous d'accord avec... J'ai dit, je ne réponds pas à cette question parce que j'ai une position assez radicale. Mais non, je ne veux pas répondre à cette question pour des questions personnelles. D'accord. Et si les femmes doivent admettre que c'est l'homme qui est le chef de la famille, ce qui veut dire que l'une doit se soumettre pour toutes les décisions que l'autre doit prendre. Et ça fait qu'il y a une montée florissante de violence dans nos sociétés parce que c'est moi l'homme, c'est moi qui fais plus d'apports, c'est moi qui donne le plus, c'est moi qui ai le contrôle de toutes les grandes décisions dans la famille. Donc si c'est moi le chef, ce qui veut dire que l'autre doit être sous mes commandements. Et quand elle est sous mes commandements, ce que je fais sous les yeux de la société, c'est bon. Même quand je la tabasse, c'est bon. Même quand je la... Parfois même, c'est bon parce que la société juge que c'est moi le chef et que j'ai toutes les bonnes décisions à prendre concernant le foyer. C'est une question, c'est ta question que tu es en train de reformuler avec d'autres mots, mais on pourra bien revenir dessus. Oui, j'ai compris et je sais que tu es en train de ramener, comme les journalistes intelligents le font. J'explique, je suis dans la réflexion collective. Pour revenir un peu sur, c'est ça, sous une autre forme, c'est pas trop grave, on comprend. Le foyer est une co-gestion, est une co-responsabilité. Et moi, j'ai un problème avec le mot soumission. Le mot soumission, pour quelle fin, qu'est-ce qu'on vise, et surtout avec la définition donnée, par exemple, dans le dictionnaire que nous comprenons.
dans le foyer, pour un foyer juste, généralement un foyer sain, les hommes ne se proclament pas comme chef de famille, comme tuteur, comme quoi. Il y a cette question de co-gestion, de co-responsabilité qui se pose, où chacun joue son rôle. On dit souvent, mais pourquoi alors qui donne la dépense? Mais bien sûr qu'il donne la dépense. Et bien sûr, je fais énormément de choses. Comme quoi? Ces choses, je complète. Financièrement, il n'est pas forcément le seul qui donne de l'argent dans la maison. Tu es dans un 50-50? La dépense, je suis pour les 50-50. La dépense donnée, la dépense donnée dans la famille ne fait pas forcément toutes les charges financières obligatoires de la famille. Quelle que soit d'ailleurs la bonne foi de l'homme à donner ou à contribuer financièrement dans une famille. En fait, c'est très clair, c'est visible. Quelle que soit sa bonne foi, on ne peut pas dire l'homme va gérer à 100% les finances de la maison. Ça, c'est un. De deux, souvent les hommes pensent qu'ils donnent suffisamment d'argent. Suffisamment d'argent. C'est ça la réalité. Non, attention. Peut-être on dit je paye le loyer, je paye le courant, je donne la dépense, basta. 90% des dépenses dans un foyer reviennent à l'homme. Malheureusement, non. Vous vous trompez absolument. Et l'autre réalité qui se pose souvent et que les femmes même commencent à changer, c'est pas mon cas, je le précise, mais le fait d'écouter des femmes et de vivre avec des femmes, la plupart des femmes sont celles qui donnent les dépenses, sont celles qui gèrent les dépenses familiales, mais se plaisent plus tard à aller dire dehors ou avec des femmes que ça vient de la poche de mon mari. Des pressions sociales, Ça, c'est cette où, ça? construction sociale. Mais ça existe, Mais bien ça sûr. existe quand mais même. partout. Ça Partout. existe. En Guinée, ici, même, il y a des cas, existe. ça n'en finit pas. N'est-ce pas Et une tu te minorité? dis- Ne Non. parle pas loin, ne parle Non. pas loin. Nos mamans, par exemple, Soussou, qui sont dans les marchés parce que Mais est-ce que ça ne s'applique pas simplement qu'au Soussou? non, c'est pour dire, en fait, c'est pour celles-là qui sont visibles. C'est pour- Oui, c'est pour celles-là qui sont visibles. Nos mamans qui sortent à 4 heures, 5 heures pour aller au marché aujourd'hui, vendre les condiments, elles le font pourquoi? C'est pas parce qu'elles ne veulent pas se coucher et se reposer, hein. Non, c'est parce que forcément, elles ont besoin de cet argent-là pour nourrir leur famille. J'ai une dame avec laquelle j'achète les feuilles au marché. Quand la dame ne sort pas, il n'y a pas à manger à la maison. Il n'y a pas à manger à la maison. C'est quand elle sort, elle vend, c'est avec l'argent-là qu'elle fait la dépense journalière pour faire les achats, la sauce, le riz et faire à manger pour ses enfants. Comme elle l'a dit, quand elle sort dehors, tu vas la demander, elle va te dire, hey, maman, on dépense bateau. ça existe. En fait, ma chère, ça ne finit même pas. Il y a énormément de situations. Pour être très clair, J'ai l'impression que c'est une minorité. Pas une minorité. Et c'est peut-être cette minorité de l'homme fait tout là, c'est ça qui est une minorité, de l'homme gère tout. Mais c'est connu dans la société que c'est l'homme qui fait plus d'apports dans un couple. Plus d'apports financiers, selon eux, leur apport financier. Un homme te dit, moi je donne la dépense, je donne un exemple, un homme te donne 30 000, 40 000 pour dire, moi je donne la dépense tous les jours. Toi tu vas au marché, les 30 000, 40 000 peut-être ne font même pas la moitié de ce que toi tu payes au marché. Alors, on se pose la question, les femmes, comment elles font pour toujours être en mesure de combler financièrement ce qui se passe à la maison? C'est une grosse question parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, tu vas une tomate au marché, ok? Une tomate, et tu vas trouver 5 tomates à 5 000. Demain, tu viens, tu trouves une seule tomate à 5 000. Ces variations économiques qui se posent. Les petites choses à la maison. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'allumettes. Non, il y a des enfants qui veulent manger. Non, vous voulez des trucs extra. Ou tu vois un monsieur qui te donne 50 000. Il te dit, je veux du riz en journée. Je veux manger des petits plats le soir. Toi, ça va quitter dans quelle partie des 50 000 là? Mais la femme, elle le fait quand même. Elle le fait. Au-delà de ça, au-delà de l'aspect nutritionnel, par exemple, est-ce que la femme fait d'autres apports dans le couple là? Il y a par exemple des questions de facture, il y a EDG, il y a Canal+, et beaucoup d'autres charges liées aux enfants. On sait que dans la globalité, ce sont les hommes qui font plus d'apports dans ce sens-là. Et c'est pourquoi la société a préféré qu'ils soient les chefs de la famille. Aller sur des détails, non, là je suis pas d'accord. Là je suis pas d'accord quand tu dis que c'est parce qu'ils apportent financièrement qu'ils sont les chefs de famille. Non, là je suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Il y a des foyers dans lesquels la femme prend tout en charge, mais elle a ce respect pour son homme. C'est même pas du respect où l'homme impose que tu dois subir encore. C'est-à-dire, je te nourris, moi, femme, je te nourris, et toi, homme, après, tu viens me frapper pour me dire parce que je suis ton mari et tu dois écouter ce que je fais. Et en fait, c'est vraiment une conception sociale, une conception de normes, du rôle. Quelque part, est-ce que la religion même n'a pas décrété cela?
que c'est l'homme qui doit coordonner tout en famille? Écoutez. Il faut qu'on se comprenne un peu. La religion, elle a ses principes concernant le mariage. Et une fois encore, je ne connais pas pour les extrémistes religieux ou autres, mais même dans la religion, en tout cas celle musulmane, c'est dit de façon claire et précise. Chaque personne a ses responsabilités. Chaque personne a ses responsabilités dans le mariage. Le fait que je prenne mes responsabilités ne fait pas de moi une insoumise. Le fait que mon mari prenne ses responsabilités ne fait pas de lui un super homme. Vous comprenez? Ne fait pas de lui un super homme. Comme je l'ai dit une fois encore, le mariage, c'est deux personnes. C'est deux personnes. Vous décidez ensemble de prendre des responsabilités communes. Vous décidez ensemble de respecter certains principes. Vous décidez ensemble de respecter certains engagements. Et quand vous prenez cette décision, vous vous y tenez. Vous l'appliquez. Aujourd'hui, quand on dit que l'homme fait tout dans la maison, peut-être qu'il y a certains foyers où ça se fait. C'est fort probable. Mais qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la tendance est en train de changer. La tendance est en train de changer parce qu'il y a beaucoup de choses que les femmes font à l'interne qu'elles n'étalent pas forcément. Et quand on rentabilise ou on comptabilise ce qu'elles font là, les petites choses que vous minimisez là, quand on comptabilise ça par exemple sur le mois, vous allez voir que si elles n'est pas à peu près avec, elles ne sont pas à égalité avec leur mari côté finance, mais vous allez voir qu'elles sont presque... On laisse même côté finance, on part sur l'apport. Alors, je ne touche pas le côté religieux parce que je ne maîtrise vraiment pas les textes religieux pour pouvoir... Mais c'est reconnu quand même religieusement que c'est l'homme... J'allais revenir là, je ne maîtrise pas en profondeur, mais oui, il y a des moments, il y a des éléments sur lesquels il y a cette responsabilité globale qui incombe à l'homme en tant que tel dans l'aspect religieux. Je ne saurais donner les détails parce que je ne maîtrise pas. Cependant, pour revenir sur le contexte plus ou moins que je maîtrise sur cette charge que nous avons dans la famille, l'apport ne se limite pas uniquement à l'apport financier. C'est un aspect. La charge mentale que la femme a, cette pression familiale que la femme a, le fait d'être là, c'est-à-dire on te dit, on te veut en tant que personne très efficace au travail parce que tu vas être efficace au travail. Tu rentres à la maison, que tu sois aussi efficace à la maison pour la famille. Tu dois t'assurer que tout le monde mange. Tu dois t'assurer que les enfants vont très bien. Même limite, gérer les tâches ménagères d'une maison, gérer une maison, c'est un problème à part entière. Et pour les femmes qui apportent financièrement déjà dans le couple, vous allez voir, non seulement elles apportent financièrement dans le couple, elles se tapent les charges mentales, elles se tapent les charges physiques, elles se tapent les charges financières. Et donc, tout cela incombe à elles seules. Et au-delà, vous allez voir que l'homme, quant à lui, il donne les finances, il dit, bah, après, tu gères, tu fais comme tu veux. Et donc, dans ces finances-là, lui, il ne trouve pas de problème, je parle généralement, il ne trouve pas de problème à ce que tu l'aides financièrement si tu le fais. Mais lui, il va trouver un problème à ce que toi, tu lui demandes de participer aux charges de la maison. Quand je parle de charges, c'est-à-dire, s'il te plaît, tu peux déplacer l'assiette dans laquelle tu as mangé là vers la cuisine. Il trouve que c'est pas son travail de déplacer cette assiette et que toi, tu es là pour ça. À croire que tu es venu en tant que bonne spéciale de la maison comme une aide ménagère pour venir être à son service. Et que lui, il doit te payer financièrement. D'accord. Le débat va se poursuivre plus tard. Et est-ce que, pour vous, le féminisme rime avec la polygamie? Est-ce qu'on peut être féministe et se retrouver dans une situation de polygamie? Est-ce qu'il y a cohérence dans ça? Oui. OK? Oui. En quoi ça peut rimer? Oui, parce que ça rime à ce choix personnel de la femme. À ce choix personnel de la femme de savoir ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qui convient mieux. Je suis contre la polygamie. Je n'arrête pas de dire ça. Je ne partage pas les questions liées à la polygamie. Je ne juge pas non plus une sœur qui décide d'opter pour la polygamie parce que ça ramène à son choix personnel d'être consciente de dans quoi elle est en train de s'embarquer. Et c'est pour cela on parle même du féminisme là. Le féminisme ramène à donner le choix à la femme de décider de comment elle compte mener sa vie. Et pas de restreindre ou de mettre une limite quelconque de pour être féministe, il faut que tu sois ainsi ou il faut que tu sois ça. Absolument pas. C'est comment aller vers une liberté, mais totale, sur le choix, sur les choix que toi, personne, tu comptes prendre concernant ta vie,
sans contrainte quelconque, tout simplement, ou au-delà du cadre normatif qu'on nous impose en tant que femme. Et moi, je dirais oui quand je vais sur ce sens-là. C'est connu que la polygamie, c'est un statut dans lequel il n'y a jamais de justice. Une fois qu'on s'engage dans la polygamie, il y a plusieurs injustices qui succombent au couple. Et est-ce qu'une femme qui se veut être féministe, qui se veut être égalitaire, qui se veut être militante, peut encaisser ces injustices dans un foyer et sortir dehors, clamer un certain féminisme? N'encaisse pas. Bien sûr, il y a beaucoup d'injustices dans la polygamie. Elle n'encaisse pas. Et si elles ne sont pas actrices de ces injustices? Est-ce qu'elles ne contribuent pas à ces injustices? Et si elles se créent des cadres qui font en sorte qu'elles ne participent nullement à ces injustices? Est-ce qu'elles ne subissent pas? La polygamie a toujours été à l'avantage de l'homme parce que là, c'est l'homme qui contrôle toutes les belles femmes qu'il a. Et une féministe, de façon claire, de façon logique, ne peut pas se dire féministe et encaisser et accepter ce statut. Le choix des personnes. Non, pas une question de choix, c'est parce que la polygamie implique beaucoup d'injustice. Attendez, il faut qu'on comprenne quelque chose. Il faut qu'on comprenne quelque chose. C'est quoi le féminisme? Pour toi, c'est quoi le féminisme? Le féminisme, pour moi, c'est une idéologie selon laquelle on milite pour l'égalité entre hommes et femmes. C'est là que vous vous trompez, en fait. C'est là que vous vous trompez. C'est tellement plus que ça ne se limite pas qu'à cela. Je vous donne un exemple. En tant que spécialiste de l'éducation, en éducation, il y a ce qu'on appelle le behaviorisme. Ça consiste à quoi? Pour les behavioristes allemands, pour eux, la tête de l'enfant, c'est une boîte noire qui est vide, il n'y a rien dedans. Donc, pour que l'enfant puisse apprendre, c'est comme ouvrir la boîte et mettre la connaissance à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle se remplisse. C'est comme ça que l'enfant apprend, pour les behavioristes. Donc, pour ceux qui parlent de féminisme, il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas la situation. Donc, pour eux, quand tu te bats, par exemple, pour tes droits, c'est que tu es forcément contre une personne donnée. Quand tu te bats pour tes droits, c'est que tu te rebelles contre la société. Et pourtant, ce n'est pas cela. Me battre pour mes droits ne veut pas forcément dire que je me rebelle contre X ou bien contre Y. Non, je me bats pour mes droits. Je veux les obtenir. Est-ce que ça veut dire que je suis contre toi? Est-ce que ça veut dire que je suis contre toi? Par exemple, si je me bats pour mon droit à l'éducation, est-ce que ça veut dire que je suis contre toi en tant qu'homme? Question. Je ne suis pas contre toi. Oui. En fait, on va aller sur le B. Il ne comprend pas la question. Non, mais là, elle a posé la question. Je suis chroniqueuse de l'émission. Donc, on y va. Moi. Si tu veux poser des questions? Oui, non, c'est moi qui pose des questions. Pose des questions. Expliquer, réponds à ma question. Si est-ce que... C'est une réponse interactive. Le féminisme rime avec la polygamie. Interactive. Est-ce que le fait de me battre pour mon droit à l'éducation équivaut à être contre toi en tant qu'homme? Pourtant, ça, c'est le féminisme. Est-ce que le fait de me battre pour mon droit d'avoir, en fait, de disposer de mon corps comme je le veux, est une attaque contre ta personne en tant qu'homme? Non. Alors, essayons d'arrêter un peu de diaboliser, si on veut, les féministes pour dire qu'elles se battent contre les hommes ou bien qu'elles se battent contre, en fait, la suprématie masculine. Je trouve que c'est le complexe d'infériorité de certains hommes qui parlent. Pour moi, c'est un complexe d'infériorité. Vouloir dire que parce que je me bats pour mes droits, c'est que je suis contre toi en tant que personne. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, revenons-en un peu à... Ok, vas-y. Pour revenir, c'est excellent ce qu'il est en train de dire pour revenir aux questions. Le féminisme, comme on le dit, c'est je fais ce que je veux de ma vie. On est d'accord. Si moi, je vais épouser un homme qui est polygame, qui a une femme, qui a deux femmes, qui a trois femmes, c'est mon choix, en étant conscient de ce que cela implique. Si je fais le maximum de créer le cadre pour ne pas tomber dans l'injustice de ce monsieur vis-à-vis de ces autres femmes, pourquoi pas? Je m'explique. Je fais tout. Encore une fois, je suis vraiment contre comment on appelle, la polygamie. C'est bizarre. Je ne suis pas pour la polygamie pour des questions de conviction personnelle. Pour moi, c'est pas possible de partager mon mari. Mais encore une fois, c'est vraiment des questions. Pour moi, c'est pas possible peut-être d'être dans une situation où je pense que il peut qu'il y ait des gaps et que je n'agisse pas. Parce qu'à tout moment, je peux agir et que ça va en cacahuète. Encore une fois, c'est pour des questions de conviction personnelle. Mais si
l'autre femme pense qu'elle peut supporter. Elle fait tout dans la polygamie. Elle vit pas avec la seconde femme. Elle peut supporter le fait que son mari aille 2 jours chez la première, 2 jours chez elle. Elle peut supporter le fait qu'elle ne se mêle pas dans des débats inutiles de confrontation, de violence avec la première femme. Elle peut supporter le fait, comment on appelle ça, qu'elle partage les mêmes opportunités que la première femme. Elle peut supporter le fait d'être une mère, vraiment une mère sincère, une vraie mère, quand je dis sincère, vraiment à cœur ouvert, non seulement, mais être juste avec les enfants de la première dame, pourquoi pas. Elle peut s'assurer de ne pas rentrer dans le cercle d'injustice de son mari et que si c'est le tour, par exemple, de sa coépouse, que son mari vienne chez elle, qu'elle soit en mesure de dire à son mari, non, faut partir, c'est pas mon jour. Pourquoi pas? C'est vraiment... Peut-être qu'il serait mieux pour les féministes, en lieu place d'entrer dans la polygamie, de lutter pour la polyandrie. Parce que la polygamie est beaucoup plus à l'avantage de l'homme. Encore une fois, je reviens à dire que ça peut être... Je suis contre et effectivement, c'est plus à l'avantage. Mais c'est pourquoi je dis, est-ce que ça rime? Est-ce que ça rime? Parce que ça choix. serait mieux qu'une femme aussi décide de se taper le nombre de mecs, le nombre d'hommes qu'elle veut. Il faut qu'ils comprennent une chose. Être féministe ne veut pas dire être contre un homme. Tu te bats pour tes droits une fois encore. En tout cas, selon moi, ma compréhension. Pourquoi on ne donne pas le droit à une femme d'avoir autant d'hommes qu'elle veut? Mais plutôt, on accorde le droit à l'homme. Non, ça, c'est son choix. Même non, ce n'est pas une question de choix. La société a établi que l'homme, la société a conféré à l'homme le droit d'avoir autant de femmes qu'il veut. Et pourquoi on ne confère pas ce même droit à la femme? C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que le féminisme rime? Et voilà. Et si ce ne serait pas mieux de déconstruire cela, qu'on dise, et à partir d'aujourd'hui, les femmes aussi ont droit à 2, à 3, à 4 ou bien à autant d'hommes. Je te dis une chose. Vouloir en fait sortir avec beaucoup de personnes ou être avec beaucoup de personnes, c'est une question de respect de soi. Si toi, en tant que femme, tu décides que ton corps en fait n'est pas, si on veut, une passoire ou un balançoire, que tu décides, que tu décides de rester, si tu as un homme ou bien si tu n'as pas d'homme, en tout cas que tu décides de vivre ta vie telle que tu l'entends, sans pour autant être avec beaucoup d'hommes, c'est ton choix de le faire. Est-ce que vous comprenez? Si un homme aujourd'hui décide de maintenir en fait une vie saine, une vie de couple saine, ne pas aller de gauche à droite, c'est son choix aussi. C'est pas parce que la société dit ou bien comment est-ce que je vais dire ça, qu'elle valide de façon muette les aventures ou comment est-ce que je vais dire ça, le pluralisme dans la vie de couple de l'homme, que la femme doit obligatoirement aussi se mettre dedans. Je ne suis pas d'accord. Mais c'est vrai quand même que c'est un système structurel, la polygamie quand même, qui est plus à l'avantage de l'homme qu'à la femme parce que ça nourrit le système patriarcal qui continue à donner le pouvoir à l'homme de faire ce qu'il veut, comment il souhaite agir, quand il veut et avec qui il a envie d'agir. Et donc, pour la polyandrie, souvent, je m'amuse à le dire, souvent, bon, peut-être, je n'aurais pas aimé débattre là, mais je m'amuse à le dire à mes si vous défendez la polygamie, rassurez-vous qu'on va défendre la polyandrie. On en rigole souvent, mais c'est une réalité factuelle pour dire autant ça nous fait mal de partager son homme, autant ça nous fait mal de partager sa femme. C'est clair. Quoi? Si j'étais femme, si j'étais dans l'autre sexe, j'allais plus militer pour la polyandrie. Mais la polygamie, c'est compliqué de... C'est compliqué. Mais encore une fois, moi, j'avoue. On va répondre sur une question. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'exhibition féminine est une attitude qui donne une certaine appréhension sexuelle de la femme aux yeux des hommes? Sauf que les yeux des hommes ont toujours sexualisé le corps de la femme, que ça soit... Non, les hommes n'ont pas sexualisé le corps de la femme. C'est que dans la réalité, c'est l'homme, c'est la femme qui donne un côté sexuel en elle dans l'aspect physique. C'est ce qu'on voit. Le fait que la société chosifie la femme, c'est pas un débat. Non, pas une question de chosification d'abord. Le fait que quand un homme voit une femme, il ne retient que l'aspect sexuel. C'est pas un débat, c'est une réalité. Même parce que ça se trouve dans vos yeux. Non, ça se trouve pas dans nos yeux. Moi, je suis habillé décemment. Quand je me rencontre avec une fille aujourd'hui, elle ne peut pas, difficilement, elle peut espérer avoir à moi un aspect sexuel. Mais aujourd'hui, quand je me rencontre avec une fille et que je vois ses tétons sont dehors,
ces En quoi parties ça, cela te intimes, dérange? ça me dérange parce que je suis un être humain, j'ai des émotions, j'ai une sensibilité. Normalement, ces parties-là doivent être gardées soigneusement comme... Un être humain, c'est excellent de dire que tu es un être humain, donc tu as les facultés de contrôler ces émotions et ces pulsions que tu as en toi. Maintenant, pourquoi est-ce que, c'est ce que je vais dire, est-ce que le fait pour les femmes de toujours montrer leur partie intime, ce n'est pas ce qui renforce, je dis bien renforce l'appréhension sexuelle Est-ce que le fait que les hommes pensent toujours à sexualiser le corps des femmes ne ramène pas à ces questions? J'ai répondu sur le fait que les hommes... Moi, par exemple, je n'ai absolument aucune admiration, je n'ai aucun respect pour une fille ou pour une femme qui met ses organes dehors. Moi, par exemple, même sur les réseaux sociaux, je suis très strict là-dessus. On a mis sur les réseaux sociaux, je vois que tu es une personne qui se plaît à mettre ses parties intimes dehors. Avant d'aller te bloquer sur les réseaux sociaux d'abord, tous nos amis en commun, je les bloque sur les réseaux sociaux. Et la personne en question qui s'exhibe, je la bloque. Même mes soeurs à la maison. Quand une amie vient derrière toi, une amie qui prend du plaisir à s'exhiber, j'approche la personne pour lui conseiller. Si la personne ne comprend pas, je coupe les ponts avec ma sœur. Parce que je ne suis pas pour une personne qui montre ses organes sexuels. Mais cette fille ne sait même pas que tu existes et que tu es en train de la bloquer. En fait, la question, elle est déjà biaisée dès le début. Et pourquoi, encore une fois, les pédophiles agissent-ils sur des enfants? Des enfants qui n'ont pas 8 mois, des enfants qui n'ont pas 1 an, des enfants qui n'ont pas 2 ans. En quoi est-ce sexuel? Ça, c'est une autre question. Non, pourtant, ça revient à la même chose. C'est la base, ça revient à la même chose. Tout simplement parce qu'elles sont des filles, tu vas avoir des malades mentales qui vont aller abuser d'une fillette de 2 ans, d'une enfant d'1 année. Oui. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui abuse d'un enfant est sain d'esprit? Ils ne sont pas sains d'esprit. Donc, une fois encore, cette question de dire parce qu'elles s'exhibent, c'est ce qui fait qu'elles se font violenter, c'est ce qui fait qu'elles se font violer et tout. Ça encore, c'est une question, une fois encore, de choix personnel. Et moi, je reviens répondre à ta question de en quoi cela te dérange toi en tant que personne de le faire. Ça, c'est un. De deux, cette fille-là, elle s'en fiche de si tu l'as bloqué ou pas. Elle s'en fiche de ton avis sur son corps. Elle s'en fiche du fait de demander aux autres personnes de la bloquer. Elle sait ce qu'elle a envie de faire. Et toi, en tant qu'homme, cela n'est pas censé te déranger. Ça, c'est un. L'autre chose qui se pose liée à la sexualisation de la corps, de la personne, de la chosification du corps de la femme, c'est tellement visible pour un homme qui veut se faire voir. Ben, il a juste à aller chercher les photos d'une femme, les fesses d'une femme pour venir et pour attirer de l'attention. Vous voyez dans les événements des photographes qui s'amusent à prendre les photos de fesses des filles pour qu'ils aient plus de retweets, plus de repartages, plus de likes. C'est un concept de chosification. C'est conditionné. C'est conditionné le fait que quand on voit une femme, on pense au sexe. Sinon, récemment, vous avez vu des vidéos qui circulaient. Un vieux sorti de nulle part qui voulait abuser d'une petite fille dans un taxi et après qui se disait, s'il vous plaît, à cause de vos enfants, ne me filmez pas. Un autre professeur, c'est-à-dire professeur enseignant en classe, qui appelle son élève dans une chambre d'hôtel pour aller abuser d'elle. Heureusement, la petite, dû à l'éducation, par chance, l'éducation que ses parents ont donnée, elle a eu le réflexe d'en discuter avec sa maman pour venir trouver, sinon elle allait être abusée. Des petites filles de 3 mois, de 6 mois, qui sont abusées, qui sont doigtées, c'est-à-dire des hommes qui viennent... Moi, je ne dirais pas, souvent, je ne dis pas qu'ils sont malades. Ils sont sains d'esprit, ils savent ce qu'ils font. C'est parce que plus tard, ils sont conscients qu'ils seront lâchés et qu'on va trouver des situations atténuantes à leurs conditions. Et malheureusement, on continue à vivre dans ce système où on trouve normal. Ah oui, à quelle heure elle est sortie? Ah oui, elle portait une culotte. Ah oui, et des vieilles qu'on viole, elles sont en hijab. Par exemple, ou bien les dames qui portent les hijabs. Okay. Moi, je ne cautionne pas ce genre d'attitude. Non, attendez, je pars sur un raisonnement. Moi, je milite pour une société pudique. Je milite pour une société respectueuse. Si l'homme s'habille décemment,
c'est pour maintenir une certaine pudeur de la L'homme s'habille société. décemment. L'homme qui laisse ses abdos là, il s'habille décemment. Mais c'est une minorité. C'est une minorité qui le fait. Regardez autour de vous. Regardez 2 secondes autour de vous. Vous allez voir que la plupart des hommes qui sont assis ici sont habillés décemment. Mais en fait, Prends cet exemple parce que 2 secondes à vous également. Regardez autour de vous les femmes qui sont là, comment elles sont habillées. allons sur les réseaux sociaux par exemple. Allons sur les réseaux sociaux. Les filles s'exhibent parce qu'elles sont conscientes dans la généralité qu'elles n'ont que ça à offrir, qu'elles n'ont que leur corps à offrir. Peu de femmes sont conscientes de tout le potentiel qu'elles peuvent regorger. Aujourd'hui, on vous a invité dans ce podcast-là, mais s'il faut aller trouver des femmes comme vous pour les inviter aussi, vous savez, autant que moi, elles sont pas nombreuses. Très nombreuses. On sait combien c'est difficile de trouver des femmes qui sont comme vous pour venir animer ce genre de débat. Elles sont très nombreuses. Elles sont extrêmement nombreuses, plus brillantes. Ce qui reste clair, c'est que il faut que vous, en tant qu'homme, et que vu que vous croyez que vous êtes l'alpha et l'oméga, de vous éduquer, à ne pas voir le sexe partout où une femme passe. Je crois que c'est ça. Et si c'est ce que la femme veut? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis désolé. C'est ce que les femmes. Quand tu pars sur OnlyFans, les femmes sont plus nombreuses à vendre des contenus sexuels que les hommes. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.